Grand-père, vas-tu nous aider à rembourser cette dette ou pas? Jessica frappa du poing sur la table de la cuisine, faisant trembler ma tasse de café. À côté d'elle, Brad, son mari, me regardait avec cet air de quelqu'un qui avait déjà décidé que je n'avais pas le choix. C'est 300 000 $, Luc. Ce n'est pas comme si tu allais utiliser cet argent. J'étais assis dans mon fauteuil préféré, celui en cuir marron que ma défunte épouse Martha trouvait trop vieux pour le salon. Le même fauteuil où, 2 semaines plus tôt, j'avais découvert quelque chose qui allait tout changer pour toujours. Je m'appelle Luc Henderson et, à 72 ans, je venais de réaliser que ma seule petite fille me considérait comme une banque ambulante prête à être pillée. Jessica continuait de parler, gesticulant de manière théâtrale tout en expliquant à quel point la situation financière de Brad s'était compliquée. Des paris sportifs qui avaient mal tourné, des investissements risqués, des décisions que toute personne sensée aurait évitées. Mais je ne prêtais pas attention à ces paroles. J'observais les détails. La nouvelle Rolex au poignet de Brad. Les ongles de Jessica, fraîchement manucurés dans un salon de luxe. Le sac à main de Marc négligemment posé sur le canapé. Il ne ressemblait pas à des personnes désespérées confrontées à une crise financière. Il ressemblait à des personnes habituées à obtenir ce qu'elles voulaient par la manipulation. Grand-père, tu m'écoutes. Jessica se pencha en avant, sa voix prenant ce ton enfantin qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait quelque chose. Nous avons vraiment besoin de cette aide. C'est une urgence. Une urgence. Le même mot qu'elle avait utilisé l'année dernière lorsqu'elle avait besoin de 50 000 $ pour sauver l'entreprise de Brad. Et 2 ans avant cela, lorsqu'elle avait dû payer les dettes de carte de crédit qui s'élevaient à 30 000 $. De l'argent qui, évidemment, n'avait jamais été remboursé. Brad s'agita sur sa chaise, clairement impatient. « Écoute, Luc, soyons francs. Tu as de l'argent qui dort sur ton compte. Tu n'as pas d'enfant à qui léguer ton héritage. Jessica est ta seule famille. Il est logique de nous aider maintenant, alors que nous en avons vraiment besoin. » Son audace m'a impressionné. Pas prêter, ou nous donner un coup de pouce temporaire. Il parlait comme si j'avais l'obligation de lui remettre ma retraite pour couvrir ses erreurs. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que pendant ces 2 semaines depuis que j'avais découvert la vérité sur leur urgence, je n'étais pas resté les bras croisés. J'avais passé quelques coups de fil. J'avais parlé aux bonnes personnes. J'avais découvert des choses qui les empêcheraient de dormir pendant longtemps. Je dois y réfléchir, ai-je dit calmement en buvant une gorgée de café. 300 000 $, ce n'est pas une somme négligeable. Jessica soupira dramatiquement. Grand-père, nous n'avons pas le temps que tu réfléchisses. Les créanciers veulent une réponse avant vendredi. Il ne reste que 3 jours. Seulement 3 jours. Comme si des décennies de travail acharné et d'économie pouvaient être balayées en si peu de temps. Je les ai regardés se regarder, communiquant silencieusement comme le font les couples manipulateurs. Brad a légèrement hoché la tête, comme si c'était le moment de passer à la prochaine étape du scénario qu'ils avaient répété. Luc, Brad s'est penché en avant, prenant une expression qu'il pensait probablement sincère. Je sais que nous avons eu nos désaccords dans le passé, mais Jessica est ta famille. C'est tout ce que tu as. Veux-tu vraiment voir ta propre petite-fille perdre sa maison pour une somme qui ne te manquera même pas? La maison. Il est intéressant de noter qu'ils n'ont pas mentionné que je savais exactement de quelle maison ils parlaient. Cette maison d'un demi-million de dollars qu'ils ont achetée l'année dernière, bien au-dessus de leurs moyens, financée par mes prêts antérieurs. Je me suis levé lentement de ma chaise, sentant le poids de mes 72 ans, mais aussi la lucidité qui vient avec l'expérience. J'aurai besoin de quelques jours pour mettre de l'ordre dans les papiers à la banque. Leurs visages se sont instantanément illuminés. Jessica a même applaudi. « Merci, grand-père. Je savais que tu comprendrais. » Alors qu'ils quittaient la maison, discutant avec enthousiasme de leur projet, je suis resté à la fenêtre à regarder leur voiture de luxe disparaître au détour du virage. Ils pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée que les règles du jeu avaient complètement changé. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé au cours des 3 jours suivants était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être capable de faire. J'ai appelé mon avocat. Il était temps de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Comme l'avocat ne répondait pas à mon appel, j'ai décidé d'enquêter par moi-même sur ce que Jessica et Brad me cachaient exactement. 3 heures après leur départ, j'ai appelé mon voisin, Tom, qui avait travaillé comme détective privé avant de prendre sa retraite. 20 minutes plus tard, il était dans mon salon avec un ordinateur portable et cette expression sérieuse que je connaissais bien. « Luc, tu es sûr de vouloir connaître la vérité sur ta petite fille ?» m'a demandé Tom en ajustant ses lunettes tout en tapant sur son clavier. « J'ai besoin de savoir exactement à qui j'ai affaire. »
Ce que Tom a découvert au cours des 2 heures suivantes m'a retourné l'estomac. Jessica n'était pas la jeune fille innocente qu'elle prétendait être devant moi. 5 ans auparavant, elle avait été arrêtée pour falsification de documents pendant ses études, mais elle avait obtenu un accord judiciaire pour garder son casier vierge. Brad, quant à lui, avait un passé encore plus sombre. 2 faillites déclarées, plusieurs poursuites judiciaires pour dettes impayées et des liens avec un réseau de paris illégaux à Las Vegas. Voici la partie intéressante, a déclaré Tom en pointant l'écran. Ils ont acheté ce manoir en utilisant ton nom comme garant, Luke. As-tu signé les papiers? Mon sang s'est glacé. Quel papier? Tom a tourné l'ordinateur portable vers moi. Ma signature était là, claire comme le jour, sur un document de près de 500 000 $ pour l'achat de la maison. Une signature que je n'avais jamais apposée. C'est de la falsification, murmurai-je, ressentant un mélange de colère et d'admiration pour leur audace. Il y a pire, continua Tom en cliquant. Il vous cite comme référence financière dans au moins 6 autres prêts. Des cartes de crédit, des prêts automobiles, et même un prêt pour un bateau à moteur qui a coûté 80 000 $. Je me suis adossé à ma chaise, essayant de comprendre l'ampleur de la trahison. Jessica n'avait pas seulement emprunté de l'argent au fil des ans. Elle avait systématiquement utilisé mon nom, ma réputation et ma situation financière pour alimenter le style de vie luxueux qu'elle et Brad menaient. Le total des dettes à votre nom s'élève à près d'1 200 000 $, a déclaré Tom calmement. S'il ne paie pas, les créanciers s'en prendront à vous. C'est à ce moment-là que j'ai complètement compris leur jeu. Les 300 000 $ n'étaient pas destinés à sauver le mariage de Jessica. Ils servaient à gagner du temps avant que tout le stratagème ne s'écroule sur eux. Et sur moi. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma banque. Monsieur Henderson, a déclaré la directrice, Carole, après que je lui ai expliqué la situation. Je vais immédiatement mettre en place des alertes de fraude sur tous vos comptes. Mais je dois vous avertir. Si ces prêts ont été approuvés à l'aide de faux documents portant votre signature, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes juridiques. Même si je suis victime d'une falsification. La procédure pour le prouver peut être longue et coûteuse. Et pendant ce temps, les créanciers continueront à vous réclamer leur dû. J'ai raccroché le téléphone avec une idée très claire de ce que je devais faire. Jessica et Brad ne m'avaient pas seulement volé. Ils avaient construit toute une vie de luxe sur la base de mes économies et de ma réputation, sachant pertinemment que je finirais par le découvrir tôt ou tard. La demande de 300 000 $ n'était que la cerise sur le gâteau d'une opération qui durait depuis des années. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Jessica. « Salut, grand-père. » Je me disais, « Tu pourrais peut-être transférer l'argent aujourd'hui ?» Brad a trouvé un moyen plus rapide de régler tout ça. Sa voix était douce, innocente, comme si nous discutions du menu du dîner du dimanche. « Jessica, dis-je calmement, nous devons parler en personne. Tu peux venir ici demain matin, seul. » Il y eut un silence. Seul? Pourquoi? Brad peut venir aussi. Je dois régler certains détails bancaires qui ne concernent que toi et moi. D'accord, grand-père. Je te vois à 9 heures. Après avoir raccroché, Tom était toujours dans le salon, en train de classer les documents qu'il avait imprimés. Quel est le plan, Luke? Je regardais la pile de preuves sur la table. Des preuves de prêts frauduleux, des relevés bancaires, même des photos de Jessica et Brad à Las Vegas la semaine dernière, dépensant de l'argent comme s'ils étaient millionnaires. Le plan est de leur donner exactement ce qu'ils ont demandé, dis-je, sentant un calme étrange m'envahir. Tom fronça les sourcils. Tu vas vraiment leur donner les 300 000 $? Je vais leur donner bien plus que ça. Je passais toute la nuit au téléphone. Le premier appel fut pour mon avocat, Harold, qui finit par me rappeler à 22h30. Luke, bon sang, quelle heure est-il pour appeler? Grommela Harold. Harold, j'ai besoin de vous ici demain à 8 heures du matin. Et apportez les documents de transfert de biens dont nous avons discuté le mois dernier. Quels documents? Ceux du testament. Et j'ai également besoin que vous prépariez une procuration spécifique. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Harold me connaissait depuis 15 ans. Il savait que je ne passais pas d'appel dramatique au milieu de la nuit sur un coup de tête. Luke, que se passe-t-il? Je te raconterai tout demain. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance. Le deuxième appel était destiné à la banque, laissant un message à Carole pour qu'elle me rappelle dès son arrivée au travail. Le troisième appel était destiné à ma compagnie d'assurance. Et le quatrième? Eh bien, le quatrième appel était destiné à quelqu'un que Jessica et Brad n'auraient jamais imaginé que je connaissais. À 6 heures du matin, j'étais déjà réveillé, en train de prendre mon café et de passer en revue chaque détail de ce qui allait se passer dans les prochaines 24 heures. Harold est arrivé ponctuellement à 8 heures,
avec un porte-document en cuir marron et un air inquiet. Luc, tu sembles différent. Plus déterminé. Je m'apprête à faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai expliqué toute la situation à Harold, en lui montrant les preuves que Tom avait rassemblées. J'ai vu son visage passer de l'inquiétude à la stupéfaction, puis à une colère contenue que je voyais rarement chez mon avocat conservateur. C'est un cas évident de fraude à plusieurs niveaux, a déclaré Harold en feuilletant les documents. Jessica risque de 5 à 10 ans de prison. Je ne veux pas qu'elle aille en prison, ai-je dit calmement. Harold m'a regardé comme si j'étais devenu fou. Je veux quelque chose de bien pire. À 9 heures pile, la voiture de Jessica est arrivée dans l'allée. Elle était seule, comme promis, vêtue d'une robe à fleurs qui la faisait paraître plus jeune et plus innocente. Le spectacle avait déjà commencé avant même qu'elle ne sorte de la voiture. Harold était caché dans le bureau du fond, avec pour consigne spécifique de n'apparaître que lorsque je l'appellerais. Jessica entra avec ce sourire radieux qui m'avait manipulé pendant tant d'années. « Bonjour, grand-père. Je t'ai apporté tes biscuits préférés. » Elle agita un petit sac provenant de la boulangerie chic du centre-ville. « C'est très gentil de ta part, Jessica. Assieds-toi. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Elle s'installa dans le même fauteuil que la veille, mais aujourd'hui, son langage corporel était différent. Plus détendu, plus confiant. Elle pensait avoir gagné. « Alors, tu as réussi à organiser le transfert ? » « Oui, répondis-je en buvant une gorgée de café. « En fait, j'ai décidé de faire encore mieux pour toi et Brad. » Ses yeux s'illuminèrent. « Mieux ? Je vais tout transférer. Tout mon compte d'épargne. Toute ma retraite. Mes investissements. Tout. » Jessica cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Tout, grand-père ? 1 800 000 $, Jessica. C'est plus que suffisant pour résoudre tous vos problèmes. » Pendant un instant, je vis Jessica perdre complètement son sang-froid. Son sourire factice disparut, remplacé par une expression de véritable choc. « Tu ferais ça pour nous ? Je ferais n'importe quoi pour ma seule petite fille. » Jessica se leva de sa chaise et me serra dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, son étreinte semblait sincère. « Merci, grand-père. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela compte pour moi. »« Si, je peux l'imaginer, ma chérie. Je peux imaginer exactement à quel point cela compte. » Elle s'est éloignée, essuyant des larmes dont je ne savais pas si elles étaient réelles ou faisaient partie du spectacle. « Quand pouvons-nous faire le virement ? » Aujourd'hui même. Mais d'abord, vous devez signer quelques documents. C'est là que j'ai appelé Harold. Et c'est là que le jeu a vraiment commencé. Harold entra dans la pièce avec son porte-documents en cuir, salua Jessica poliment et s'assit à côté de moi à la table de la cuisine. Jessica le connaissait de vue pour m'avoir rendu visite à quelques reprises au fil des ans, mais elle ne lui avait jamais prêté beaucoup d'attention. « Jessica, voici les documents relatifs au transfert total de mes biens, » a déclaré Harold en ouvrant sa mallette et en sortant une pile de papiers officiels. « Ton grand-père a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. » Les yeux de Jessica se sont illuminés tandis qu'elle parcourait rapidement les documents, voyant des chiffres qui dépassaient probablement ses rêves les plus ambitieux. « Mais avant de signer, ai-je poursuivi calmement, je dois comprendre parfaitement l'étendue des dettes que vous avez accumulées. »« Que veux-tu dire, grand-père » Harold s'est éclairci la gorge et a sorti un autre dossier de sa mallette. « Nous avons trouvé quelques irrégularités dans les registres financiers. Des prêts ont été approuvés en utilisant le nom de votre grand-père comme garant. » Jessica pâlit. « Je peux vous expliquer. »« Je n'en doute pas, » dis-je en gardant une voix calme et paternelle. « Par exemple, ce prêt de 500 000 $ pour l'achat de votre maison. Ma signature est là, mais je ne me souviens pas l'avoir signé. » Jessica déglutit. « Vous avez signé, grand-père. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. À 72 ans, ma mémoire est encore parfaite, ma chérie. Je me souviens de chaque centime que je prête consciemment. » Harold posa d'autres documents sur la table. « Il y a aussi ce prêt de 80 000 $ pour un bateau. Et cette carte de crédit avec une limite de 50 000 $. Et ce financement pour des voitures. » Arrêtez. Jessica se leva brusquement de sa chaise. « D'accord, peut-être que j'ai utilisé votre nom dans certaines situations. Mais c'était toujours avec l'intention de rembourser. Quelques occasions. » Harold ouvrit un autre dossier. « Nous avons trouvé 17 documents différents portant la signature falsifiée de votre grand-père. Le montant total des dettes s'élève à 1 200 000 $. Jessica s'appuya contre le comptoir de la cuisine, visiblement paniquée. « Grand-père, je peux tout expliquer. Brad.
Brad m'a dit que c'était normal de faire ça dans les familles. Que tu comprendrais. Où est Brad aujourd'hui, Jessica? Il a dû régler quelques affaires. Harold et moi avons échangé un regard. Je savais exactement où était Brad. Tom m'avait appelé 1 heure avant l'arrivée de Jessica avec des informations qui allaient tout changer. Jessica, assieds-toi. Nous allons discuter entre adultes. Elle retourna s'asseoir, visiblement nerveuse. Son sourire confiant avait complètement disparu. Brad n'est pas en train de régler des affaires, n'est-ce pas? Il est à l'aéroport, en train d'essayer de prendre un vol pour le Mexique. Jessica a retenu son souffle pendant un instant. Comment avez-vous? Le même détective privé qui a découvert vos faux signatures a également suivi vos déplacements au cours de la semaine dernière. Brad a retiré tout l'argent restant de vos comptes joints il y a 3 jours. Il a acheté un aller simple pour Cancun ce matin. Ce n'est pas vrai. Harold sortit une photo de son dossier et la posa sur la table. C'était une photo de Brad au comptoir d'enregistrement de l'aéroport, valise à la main, l'air nerveux. La photo a été prise il y a 45 minutes. Jessica a pris la photo avec des mains tremblantes. Sa respiration devenait irrégulière. Il ne me ferait pas ça. Nous formons une équipe. Jessica, a-t-il dit gentiment, Brad vous a laissé ici pour affronter seul les conséquences de vos crimes. Pendant que vous veniez chercher l'argent de votre grand-père, il fuyait le pays. Elle fondit en larmes. Pas les larmes théâtrales que j'avais vues tant de fois au fil des ans, mais les larmes sincères de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait été trahi. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il a dit que nous allions recommencer à zéro ensemble après avoir réglé nos problèmes financiers. Le seul problème que Brad voulait régler était de s'échapper avant que vous ne soyez arrêtés. Harold se pencha en avant. Jessica, la falsification de signature est un crime fédéral. Tu risques jusqu'à 10 ans de prison. Non, cria-t-elle en se levant à nouveau. Je n'irai pas en prison. Grand-père, tu peux régler ça. Tu peux leur parler, leur dire que tu as tout autorisé. Et pourquoi je ferais ça? Parce que je suis ta seule famille. Parce que tu m'aimes. Je regardais ma petite fille, cette femme de 28 ans qui avait systématiquement détruit ma stabilité financière pendant des années, et je sentis un calme étrange m'envahir. Jessica, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais l'amour ne signifie pas te permettre de continuer à détruire des vies, y compris la tienne. Qu'est-ce que cela signifie? Harold a fermé son dossier et s'est levé. Cela signifie que ton grand-père a déjà décidé quoi faire. Jessica a regardé tour à tour Harold et moi, la panique grandissant dans ses yeux. Décider quoi faire? Hier soir, j'ai appelé le FBI. Le silence qui a suivi était presque assourdissant. Jessica m'a regardé comme si j'étais un étranger. Vous avez appelé le FBI? 1 200 000 $ de fraude avérée. Ils se sont montrés très intéressés. Mais vous aviez dit que vous alliez me donner tout votre argent. Et je le ferai. À un fonds de dédommagement qui aidera les victimes de fraude comme celle-ci. Et à des organisations qui aident les personnes âgées à ne pas être exploitées par leur propre famille. Jessica s'est affalée dans son fauteuil, le visage pâle comme du papier. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis votre petite fille. Exactement. Tu es ma petite fille. Et j'ai dit que je te protégerais de la seule manière dont je suis encore capable. Harold posa sa main sur mon épaule. Les agents fédéraux seront là dans 20 minutes. Jessica, je te suggère de profiter de ce temps pour appeler un avocat. Elle me regarda avec un mélange de colère et de désespoir que je n'avais jamais vu auparavant. Tu es en train de détruire ma vie. Non, ma chérie. Ta vie était déjà détruite. Brad s'est enfui, les dettes sont impossibles à rembourser, et vous avez commis des crimes fédéraux. La seule différence, c'est que maintenant, tu as une chance d'affronter les conséquences et peut-être, à terme, de reconstruire quelque chose d'authentique. À ce moment-là, j'ai réalisé que la douce petite fille que j'avais élevée depuis son plus jeune âge avait disparu depuis des années. À sa place se trouvait une étrangère qui considérait les personnes âgées comme des proies et sa famille comme une monnaie d'échange. Jessica a pris son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Tu vas le regretter, grand-père. Quand je sortirai de prison, tu seras mort, et je ne viendrai pas à ton enterrement. Jessica. Elle s'est arrêtée à la porte, sans se retourner. Si tu parviens à te reconstruire sincèrement, la porte de ma maison te sera toujours ouverte. Pas pour tes manœuvres ou tes manipulations, mais pour une petite fille qui a appris à apprécier la vraie famille. Elle sortit en claquant la porte. Harold et moi restâmes assis en silence pendant quelques minutes, écoutant le bruit de sa voiture s'éloigner. Es-tu sûr d'avoir pris la bonne décision? Demanda Harold.
Je regardais par la fenêtre de la cuisine, observant les roses que Martha avait plantées des années auparavant, qui fleurissaient encore malgré les hivers rigoureux qu'elles avaient traversés. Harold, pour la première fois depuis des années, je suis absolument certaine d'une chose. 20 minutes plus tard, 2 voitures noires s'arrêtèrent devant mon allée. Ce que Jessica ignorait, c'est que le FBI n'était pas venu uniquement pour l'arrêter. Ils étaient venus pour me protéger des autres criminels dont Brad avait parlé avant de s'enfuir. Et quand ils sauraient ce que j'avais découvert sur toute l'opération, eh bien, Jessica ne serait que le premier petit poisson d'un réseau beaucoup plus vaste. Les agents fédéraux sont entrés dans ma maison avec l'efficacité de professionnels expérimentés. L'agent Sarah Mitchell, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux perçants, a pris les choses en main pendant que son partenaire, l'agent Rodriguez, installait du matériel d'enregistrement sur la table de la cuisine. Monsieur Henderson, nous vous remercions de votre coopération dans cette enquête, a déclaré Mitchell en ouvrant un épais dossier. Vos informations sur l'opération frauduleuse de Jessica et Brad nous ont amenés à découvrir quelque chose de beaucoup plus important. Harold et moi avons échangé un regard. Même mon avocat ne connaissait pas toute l'étendue de ce que j'avais découvert au cours des 2 dernières semaines. Plus important comment? Ai-je demandé, même si j'avais déjà une bonne idée de la réponse. Rodriguez a posé des photos sur la table. J'ai reconnu Brad sur plusieurs d'entre elles, mais il y avait des visages que je n'avais jamais vus. Des hommes en costume coûteux, des femmes élégantes, tous semblant avoir entre 25 et 35 ans. Votre petite fille et son mari n'étaient pas des criminels amateurs agissant seuls, expliqua Mitchell. Ils font partie d'un réseau organisé qui cible spécifiquement les personnes âgées disposant d'un patrimoine important. Nous appelons cela le « coup de la famille parfaite ». J'ai senti un frisson me parcourir le ventre. Combien y a-t-il de victimes? Jusqu'à présent, nous avons identifié 17 cas confirmés dans 6 États. Le montant total volé dépasse les 8 millions de dollars. Harold se pencha en avant. Comment ce stratagème fonctionne-t-il exactement? Rodriguez ouvrit un ordinateur portable et montra un diagramme complexe. Tout d'abord, ils identifient leurs cibles à partir de registres publics. Des personnes âgées, veuves disposant d'un patrimoine important et ayant peu de proches. Ensuite, ils créent de fausses relations. Parfois, ils se font passer pour des petits-enfants, parfois pour des neveux éloignés, voire pour des amis d'enfants décédés. Dans le cas de Jessica, ai-je commencé, mais Mitchell m'a interrompu. Monsieur Henderson, Jessica n'est pas votre petite fille biologique. Le silence qui a suivi était assourdissant. Harold a laissé tomber le stylo qu'il tenait. C'est impossible, ai-je murmuré. Je la connais depuis qu'elle est bébé. C'est la fille de ma fille, Karen. Mitchell sortit un autre dossier du classeur. Monsieur Henderson, votre fille Karen est morte dans un accident de voiture à l'âge de 22 ans, 3 ans avant que Jessica n'apparaisse dans votre vie. Aucun bébé n'a survécu à l'accident. Les murs de la pièce semblaient bouger. Je m'agrippais à la table, essayant d'assimiler ce que j'entendais. Alors qui? Jessica est Jessica Martinez, née à Miami, fille d'Elena Martinez, qui fait partie de la même organisation criminelle. Elena est spécialisée dans la création de fausses identités pour l'organisation. Rodriguez montra une série de faux papiers d'identité, tous avec la photo de Jessica, mais avec des noms différents. Sarah Thompson à Atlanta, où elle a volé 200 000 $ à un veuf de 80 ans. Michelle Davis à Phoenix, 300 000 $ à une veuve retraitée. Jennifer Wilson à Dallas. Quel âge a-t-elle vraiment? Demanda Harold d'une voix rauque. 34 ans. Elle fait cela depuis plus d'une décennie. Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, le monde continuait de tourner normalement. Des voitures passaient, des voisins s'occupaient de leur jardin, des enfants jouaient dans la rue. Mais à l'intérieur de ma maison, toute ma réalité venait d'être détruite. Comment avez-vous découvert tout cela? Demandai-je sans me retourner. En fait, dit Mitchell calmement, c'est vous qui nous avez aidés à relier les points. Comment cela? Il y a 6 mois, vous avez fait un don à un fonds d'aide aux victimes de fraude contre les personnes âgées. Le montant a attiré notre attention car il était important, et le timing coïncidait avec notre enquête sur un cas similaire dans le Nevada. Je me suis retourné, perplexe. Quel don? Harold a froncé les sourcils. Luc, tu ne m'as rien dit à propos d'un don. Rodriguez a souri légèrement. 50 000 $ à la Fondation nationale pour la protection des personnes âgées. Cela a déclenché nos algorithmes de détection, car c'est exactement le type de comportement que présentent les victimes de ces opérations. Elles font des dons compensatoires après avoir été volées, afin de surmonter leur traumatisme. Mais je n'ai jamais fait ce don. La compréhension me frappa comme un éclair.
Jessica a fait le don en votre nom, confirma Mitchell. Probablement en utilisant l'un des comptes qu'elle a créés frauduleusement. C'est un schéma que nous observons souvent. Les criminels font parfois de petits dons à des organisations liées aux crimes qu'ils commettent, afin d'alléger leur culpabilité ou de brouiller les pistes. Je me suis rassis, sentant le poids de décennies de manipulation. Pas seulement ces dernières années, mais potentiellement depuis le premier jour où Jessica était apparue à ma porte, prétendant être ma petite fille orpheline. Êtes-vous sûr de tout cela? Ai-je demandé, même si je savais que la réponse était évidente au vu de la quantité de preuves qu'ils avaient apportées. Monsieur Henderson, Mitchell se pencha en avant, ce qui nous impressionne le plus, c'est votre intuition. Au cours des 2 dernières semaines, vous avez fait exactement ce qu'il fallait pour exposer toute l'opération. Engager un détective privé, documenter les fraudes, confronter Jessica de manière stratégique. Comme si vous saviez dès le début que quelque chose n'allait pas, ajouta Rodriguez. En fait, je le savais. Pas consciemment, mais une partie de moi avait toujours senti que quelque chose n'allait pas avec Jessica. De petites incohérences dans ses histoires. La façon dont elle ne montrait jamais de photos d'elle quand elle était bébé. Comme elle n'avait jamais de souvenir précis de sa mère, ma fille Karen. Mais j'avais ignoré ces signes parce que je voulais une famille. Parce que la solitude après la mort de Martha avait été dévastatrice, et que Jessica était apparue exactement au moment où j'avais le plus besoin de croire que je n'étais pas seul au monde. Monsieur Henderson, dit Mitchell, nous avons besoin de votre aide pour capturer le reste de l'organisation. Brad n'est pas allé au Mexique par hasard. Il est allé rencontrer les chefs de l'opération pour décider quoi faire à votre sujet. Harold se redressa sur sa chaise. Quoi faire à propos de Luke? Vous êtes devenu un problème pour eux. Vous en savez trop, vous avez trop de preuves. Et maintenant que Jessica a été démasquée. Rodriguez termina la phrase. Ils vont vouloir vous éliminer avant que vous ne puissiez témoigner. Le téléphone de la cuisine sonna, interrompant la conversation. Tout le monde le regarda comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Répondez, dit Mitchell. Mais mettez le haut-parleur. Je pris le téléphone, les mains tremblantes. Allô? Grand-père. C'était la voix de Jessica, mais elle était différente maintenant. Plus froide, plus calculée. Je dois te parler. Mitchell me fit signe de continuer. Jessica, où es-tu? Peu importe où je suis. Ce qui importe, c'est ce que tu as fait. Tu penses vraiment pouvoir me livrer au FBI sans conséquence? Ma bouche était sèche. Jessica. Je ne m'appelle pas Jessica, Luke. Et tu n'es pas mon grand-père. Tu n'es qu'un vieil homme pathétique qui s'est laissé prendre à notre histoire. Mais contrairement aux autres, tu as décidé d'être malin. Rodriguez enregistrait la conversation et me faisait signe de continuer. Que veux-tu? Je veux que tu retires ta plainte. Dis au FBI que tout cela n'était qu'un malentendu. Que tu as autorisé toutes les transactions. Et si je ne le fais pas? Son rire m'a glacé le sang. Luke, vous vivez seul dans une maison isolée. Vous avez 72 ans. Les accidents arrivent tout le temps aux personnes de votre âge. Mitchell m'a fait signe de mettre fin à l'appel. Jessica, ou quel que soit votre nom, tout est enregistré. Le FBI est ici avec moi en ce moment même. Toute menace de votre part ne fera qu'empirer votre situation. Il y eut un silence pendant quelques secondes. Puis elle parla, et pour la première fois, j'entendis sa véritable personnalité. Ça ne s'arrête pas là, vieil homme. Vous avez peut-être le FBI avec vous maintenant, mais ils ne pourront pas vous protéger éternellement. La communication fut coupée. Mitchell éteignit l'appareil d'enregistrement. Parfait. Cela nous donne la preuve de menace directe. Nous pouvons désormais vous offrir une protection officielle. Protection. Monsieur Henderson, à partir de maintenant, vous êtes sous protection fédérale. Nous allons vous transférer dans un lieu sûr pendant que nous capturons le reste de l'organisation. J'ai regardé autour de moi dans ma cuisine, pensant à toutes les matinées où j'avais pris mon petit déjeuner là, à tous les faux souvenirs que j'avais construits avec une personne qui n'avait jamais vraiment existé. Si vous suivez ce parcours ponctué de découvertes choquantes, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque cette organisation criminelle a tenté de me faire taire à jamais montrera que sous-estimer un homme de 72 ans a été la plus grande erreur qu'ils aient jamais commise. Harold a posé sa main sur mon épaule. Luke, tout va bien. Nous allons régler ça. Mais je ne pensais pas à régler quoi que ce soit. Je pensais à quelque chose que Mitchell avait dit. Jessica, ou quel que soit son vrai nom, m'avait spécifiquement choisi parce qu'il pensait que je serais une proie facile. Un veuf solitaire et vulnérable. Il ne savait pas qu'avant de prendre ma retraite, j'avais été analyste en système de sécurité pour le gouvernement pendant 35 ans.
et que j'avais encore certaines relations qui feraient profondément regretter à Jessica d'avoir menacé la mauvaise personne. Agent Mitchell, dis-je calmement, j'ai une proposition à vous faire. Ma proposition est simple, dis-je en regardant Mitchell droit dans les yeux. Vous voulez démanteler toute l'organisation, pas seulement arrêter Jessica et Brad. Je peux vous les livrer. Rodriguez se pencha en avant. Comment exactement? Au cours de mes 35 années au service du gouvernement, j'ai développé des systèmes de traçage qui sont encore utilisés aujourd'hui. J'ai accès à des bases de données pour lesquelles il vous faudrait des mois pour obtenir une autorisation judiciaire. Mitchell fronça les sourcils. Monsieur Henderson, cela serait tout à fait légal, l'interrompit Harold en ouvrant un autre dossier. Luke détient des accréditations de consultant en sécurité nationale. Techniquement, il peut accéder à des systèmes classifiés lorsqu'il y a une menace pour la sécurité nationale. Une organisation qui escroque des personnes âgées est-elle une menace pour la sécurité nationale? Demanda Rodriguez, sceptique. Je souris pour la première fois depuis des jours. Lorsque cette organisation blanchit de l'argent pour des cartels mexicains via les comptes bancaires de personnes âgées américaines, oui, c'est une menace pour la sécurité nationale. Le silence qui suivit était éloquent. Je venais de révéler quelque chose que même le FBI ignorait. Comment avez-vous découvert cela? Demanda Mitchell. Jessica n'a pas choisi ma maison par hasard. Elle l'a choisie parce que mon profil financier indiquait que je serais idéal pour des opérations de blanchiment d'argent. Retraité du gouvernement, comptes importants mais activités faibles, sans famille réelle pour poser des questions. J'ai ouvert mon ordinateur portable, qui était encore sur la table depuis le matin. J'ai passé les 2 dernières semaines à suivre chaque transaction que Jessica et Brad ont effectuée en utilisant mon nom. Pas seulement les transactions évidentes, mais aussi celles qui étaient cachées. L'écran affichait un diagramme complexe de flux financiers. Regardez ça. 300 000 $ sont versés sur un compte à mon nom. 2 jours plus tard, ils sont retirés sous forme de paiement de consultation pour une société fantôme au Mexique. Cette société transfère l'argent sur un compte aux îles Caïmans, qui finance ensuite des opérations de trafic de drogue. Rodriguez siffla doucement. Combien de ces opérations avez-vous identifiées? 17 au cours des 6 derniers mois. Pour un montant total d'environ 2,5 millions de dollars. Mitchell se leva et se dirigea vers la fenêtre. Si cela est vrai, nous avons affaire à quelque chose de bien plus grave qu'une simple fraude à l'encontre de personnes âgées. C'est vrai. Et ce n'est pas tout. Je tapais une série de commandes et un autre écran apparut. Ce matin, avant votre arrivée, j'ai activé un protocole que j'ai développé il y a 15 ans. Il s'appelle Réseau Miroir. Que fait-il? Demanda Harold, sincèrement curieux. Il crée des comptes fantômes qui reflètent les transactions des comptes criminels, mais avec des codes de suivi invisibles. Chaque fois qu'ils transfèrent de l'argent, je le vois. Chaque fois qu'ils effectuent un virement, je l'enregistre. Et chaque fois qu'ils accèdent à ces comptes. Mon téléphone a sonné. C'était une notification du système. Ils viennent d'accéder au compte principal. Localisation, aéroport international de Cancun. Mitchell est revenu en courant vers la table. Ils sont au Mexique maintenant? Brad, oui. Jessica est toujours ici, probablement en train d'essayer d'accéder à mon argent à distance. J'ai affiché une autre carte à l'écran. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le système a enregistré des tentatives d'accès depuis 4 endroits différents au cours des 20 dernières minutes. Rodriguez a étudié l'écran. Miami, Dallas, Las Vegas et Chicago. Toute l'organisation a paniqué lorsqu'elle a réalisé que Jessica avait été démasquée. Ils essaient de vider tous les comptes en même temps. Et ils y parviennent? Demanda Mitchell. Je souris à nouveau. C'est là que mon expérience en matière de système de sécurité prend tout son sens. Toutes les tentatives de transfert sont redirigées vers des comptes contrôlés par le Trésor américain. Ils pensent transférer l'argent, mais en réalité, ils ne font que le transférer vers des preuves fédérales. Le téléphone de Mitchell sonna. Elle répondit rapidement, écouta pendant quelques secondes, puis raccrocha avec une expression de choc. Notre équipe à Miami vient d'arrêter Elena Martinez, la mère de Jessica. Elle essayait de prendre un vol pour le Venezuela avec 200 000 $ en espèces. Et à Las Vegas? Demandai-je, connaissant déjà la réponse. Rodriguez vérifia son téléphone. 3 arrestations confirmées. Plus 2 à Dallas. Harold se cala dans son fauteuil. Luke, tu viens de démanteler toute une organisation criminelle en 2 semaines. Ce n'est pas encore fini, dis-je en reportant mon attention sur l'écran principal. Jessica est toujours en liberté. Et elle pense toujours pouvoir accéder à mon argent.
Comme si c'était un signe, mon téléphone sonna à nouveau. C'était Jessica. Mitchell me fit signe de répondre en mode main libre. « Luc », dit-elle d'une voix différente. Elle semblait désespérée, mais essayait de garder le contrôle. « J'ai besoin que tu ailles à la banque immédiatement. Il y a un problème avec les comptes. » « Quel genre de problème ? Quelqu'un essaie de pirater notre système. C'est peut-être le FBI. Tu dois rendre en personne et autoriser les virements manuellement. Jessica, où es-tu ? Peu importe. Ce qui importe, c'est que tu te rendes à la banque dans les 2 prochaines heures, sinon nous allons tout perdre. J'ai regardé Mitchell, qui m'a fait signe de continuer. D'accord, je vais à la banque. Merci, Luc. Je savais que je pouvais compter sur toi. Jessica, j'ai une question. Après tout ça, une fois que j'aurai effectué ce virement, quel est le plan ? Vous allez disparaître et je ne vous reverrai plus jamais ? Il y eut un long silence. Luc, tu as toujours été gentil avec moi. Je te promets que lorsque nous serons en sécurité, je viendrai te rendre visite. En tant que ma fausse petite fille ou en tant que Jessica Martinez. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Comment as-tu découvert ? Elena Martinez est ta mère, pas la fille qui est censée être morte dans l'accident de voiture. Tu as 34 ans, pas 28. Et ton vrai nom apparaît dans au moins 12 opérations similaires au cours des 10 dernières années. Luc. Sa voix était désormais basse, menaçante. Tu n'aurais pas dû découvrir ça. Pourquoi pas ? Parce que maintenant, tu vas devoir me tuer aussi. Mitchell me fit signe frénétiquement de ne pas la provoquer, mais j'avais déjà décidé de forcer la situation. Luc, tu as 2 options. Tu vas à la banque, tu effectues les virements et tu oublies tout ce que tu as découvert. Ou tu deviens une statistique. Un homme âgé victime d'un accident domestique. Ça arrive tout le temps. Rodriguez enregistrait tout, faisant signe à Mitchell. Ils avaient déjà suffisamment de preuves pour l'arrêter pour menace de mort. Jessica, tu as commis une erreur. Quelle erreur ? Tu as pensé que j'étais juste un vieil homme vulnérable. Tu n'as pas fait de recherche sur mon parcours professionnel. De quoi parles-tu ? Pendant 35 ans, j'ai développé des systèmes pour traquer précisément des personnes comme toi. Et au cours des 15 dernières minutes, pendant que nous discutions, mon système a triangulé ta position. Mon ordinateur portable a émis un bip. Une carte détaillée est apparue à l'écran, avec un point rouge clignotant. Tu es au centre commercial Westfield, au 2e étage, et tu utilises le Wi-Fi du magasin d'électronique. Le silence de l'autre côté était absolu. Les agents fédéraux arrivent là-bas en ce moment même, Jessica. Ou Elena. Ou quel que soit ton vrai nom aujourd'hui. Ce n'est pas fini, Luc. En fait, si. Et d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. La communication fut coupée. Mitchell était déjà au téléphone pour coordonner l'arrestation. Rodriguez imprimait les preuves issues des enregistrements. 15 minutes plus tard, nous reçûmes la confirmation. Jessica avait été arrêtée sans résistance, exactement là où le système l'avait localisée. Monsieur Henderson, dit Mitchell après avoir raccroché, en 40 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Il y a encore une chose que vous devez savoir. Harold me regarda avec inquiétude. Quoi d'autre ? J'ouvris un dernier fichier sur l'ordinateur. Les 2,5 millions de dollars qu'ils ont blanchis en utilisant les comptes de personnes âgées, ils sont déjà en train d'être automatiquement restitués aux victimes initiales. Comment est-ce possible ? Demanda Rodriguez. Quand on passe des décennies à concevoir des systèmes de sécurité financière, on apprend certaines choses sur la manière de transférer l'argent là où il doit être. Mitchell hocha la tête avec admiration. Luc, vous n'avez pas seulement démantelé l'organisation. Vous avez créé un système de restitution automatique. 17 familles vont se réveiller demain en découvrant que leurs économies volées sont de retour sur leur compte. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que j'avais gardé le meilleur pour la fin. Une surprise qui allait transformer toute l'enquête fédérale en une leçon historique sur ce qui arrive lorsque des criminels sous-estiment la mauvaise personne. Et cette révélation finale allait leur parvenir très bientôt. 3 jours plus tard, Mitchell m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle finale. Luc, tu ne vas pas le croire. En analysant les systèmes que tu as créés, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Qu'avez-vous découvert ? Tes comptes miroirs n'ont pas seulement permis de tracer cette organisation. Ils ont identifié 63 autres opérations similaires à travers le pays. Il s'agit du plus grand réseau de fraude à l'encontre des personnes âgées jamais découvert. Harold, qui prenait son café dans ma cuisine, a failli s'étouffer. 63 ?
Le système de Luc a créé un algorithme qui identifie des comportements spécifiques. Chaque fois que quelqu'un utilise les mêmes tactiques que Jessica, le système alerte automatiquement. J'ai souri en me rappelant les nuits que j'avais passées à programmer ces codes. Après 35 ans passés à protéger les systèmes gouvernementaux, on apprend à anticiper 10 coups à l'avance. Luc, ce que tu as créé va sauver des centaines de milliers de personnes. Le ministère de la Justice souhaite mettre en place ton système à l'échelle nationale. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Jessica, qui appelait depuis la prison. Luc, sa voix était différente. Plus faible, plus humaine. Je peux te parler? Je t'écoute. Je voulais m'excuser. Pas pour ce que j'ai fait, car je sais que les mots ne peuvent pas réparer cela. Mais pour t'avoir choisi comme cible. Pourquoi, Jessica? Parce que tu semblais solitaire et vulnérable. Comme tous les autres. Mais tu n'étais pas comme les autres, n'est-ce pas? Non, je n'étais pas comme les autres. Il y eut un silence pendant quelques secondes. Tu aurais pu me détruire complètement. Ma mère a pris 20 ans. Brad a pris 15 ans. Je n'ai pris que 8 ans parce que j'ai coopéré. Jessica, je ne voulais pas détruire des vies. Je voulais empêcher d'autres personnes de vivre ce que j'avais vécu. Que va-t-il se passer maintenant? Pour toi? Je regardais par la fenêtre le jardin que j'étais en train de redessiner. Je vais construire quelque chose de nouveau. 2 mois plus tard, j'ouvrais la fondation Henderson pour la protection numérique des personnes âgées. L'argent que Jessica avait tenté de voler devint l'investissement initial. Au cours de la première année, nos systèmes ont empêché plus de 2 millions de dollars de fraude. 300 familles ont conservé intactes leurs économies. Harold m'a aidé à créer des programmes éducatifs. Tom, mon voisin enquêteur, est devenu directeur de la sécurité. Même Mitchell a quitté le FBI pour nous rejoindre en tant que coordinatrice des opérations. Lors de la cérémonie d'inauguration, le maire m'a remis une clé honorifique de la ville. Luc Henderson a transformé une expérience personnelle dévastatrice en une mission qui protégera des générations entières. Alors que je m'adressais à un public de plus de 200 personnes, j'ai vu les visages d'aînés qui avaient été victimes similaires. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Tous savaient qu'ils n'étaient plus seuls. Il y a 1 an, ai-je déclaré au micro, une jeune femme a frappé à ma porte, prétendant être ma petite fille et exigeant 300 000 $. Elle pensait avoir trouvé une proie facile. L'auditoire a ri doucement. Elle avait raison sur un point, j'étais vulnérable et seul. Mais elle avait sous-estimé quelque chose de fondamental. Quand on vit 72 ans, on accumule plus que de l'argent. On accumule des connaissances, de l'expérience et la capacité de transformer la douleur en motivation. Les applaudissements ont été assourdissants. Plus tard dans la journée, assis dans mon nouveau bureau, j'ai reçu un email inattendu. Il provenait d'une femme de 80 ans vivant au Texas, dont les économies avaient été sauvées par notre système d'alerte. Monsieur Henderson, mon petit-fils, a tenté de me raconter la même histoire que le vôtre. Mais lorsqu'il m'a demandé de l'argent, votre système m'avait déjà alerté sur ce schéma. Merci d'avoir transformé votre douleur en protection pour nous tous. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, des gens entraient et sortaient du bâtiment de la fondation. Des personnes âgées apprenaient la sécurité numérique. Des familles élaboraient des plans financiers sûrs. Des enquêteurs s'entraînant à identifier de nouvelles arnaques. Jessica pensait pouvoir m'utiliser et me jeter. Au lieu de cela, elle m'a offert le plus beau cadeau de ma vie, un but plus grand que moi-même. Si cette histoire sur la façon de transformer la trahison en transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, car chaque jour, nous partageons des histoires de personnes qui ont refusé d'être des victimes et ont choisi d'être des catalyseurs de changement. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Jessica est toujours en prison. Brad n'a jamais pu revenir du Mexique. Et moi? Eh bien, je suis trop occupé à sauver d'autres personnes pour penser beaucoup à eux. La vengeance parfaite n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose d'aussi significatif que le mal qu'ils vous ont fait devient insignifiant. Oh, the marathon. Oh yeah, I can run the marathon. The marathon, yeah, I can run that. Marathon. Pardon? Bye.
How are y'all doing, chat, by the way? What's yours been up to? I'm good. How's you? I'm doing great. Doing fantastic. So you need the marathon, apparently? Oh no, I'll run it though. As long as it's a rifle, I'll run it. Yeah, I like the Ranger, but everyone tells me, yeah. I love the Ranger. Hey, Leona, how are ya? I just enjoy it. It's an easy gun to use and fun. Nah, you just use the infantry. I'll use the spark. I'll use a spark sniper and that's it. I won't use just the normal rifle variant. Good evening, everyone. How we doing? How you doing, gamer? Yeah, spec. Unlike Rust, that Unreal game. Have you tried not yawning? Sure. Sure, spec. Oh, I know how that feels. I was sitting at work today watching some Fairy Tale and just falling asleep on my chair during lunch. Well, I'm a schools officer. I'm a schools officer. Yeah, we have. Yeah. That's fine. I've got the complete opposite. So I'll just keep repeating myself. Doesn't bother. Giggity. Mm-hmm. You're thinking of the wrong gangbang. So I've known Nay for one game or one sesh. You've known me for how long, and you think either of us are innocent? Like, I already picked up on Nay straight away. What's the point? Hey Froggy, how you doing? Spec, he always loves your hug. Nah, I think you won't. Oh, I'm good, Froggy. I'm good. What you been up to, mate? How's your streams been? You walked into it, remember? Oh god, streams have been incredible. Mate, that is so good to hear. I'm so happy for you. Rolling balls, modern. Yeah, I see that.
Croc's over near burning cart. Croc is over near burning cart. I need a... I need a confession. I'm probably an exorcism for what's wrong with me. Your girl has a mind that no amount of holy water can cleanse. Gamer, I'm the same, honestly. Just enjoy it. Oh, yay. Hey Onyx, how you doing? I'm nowhere near you. Gunshots northwest. No, just land on your chest and you'll bounce. Yeah. Yes, the big boulders. No. No, there's no jiggle physics. Okay, not gonna grab more. Onyx, you know my messages, DMs are always there for you to talk to me. I'm good with whatever. No, it's only certain ones. I have a therapist for that though. Yeah, I know you have a therapist. Sometimes it can help just to talk to a friend though. Alright, I'm just perfectly fine running. That's all fine. My stream's loving it. Oh yeah, it's because I do it so often. Yes, please. Sounds like a fun time to me. Alright, she offered. I was just